pense que l'histoire Doge, de votre point de vue, n'a jamais été racontée. Pensez-vous avoir réussi? Nous avons eu un peu de succès. Nous avons eu un certain succès. Referiez-vous Doge un jour? Je veux dire, non, je ne pense pas. Je pense qu'au lieu de faire Doge, j'aurais essentiellement construit, vous savez, travaillé sur mes entreprises, en fait. Et les voitures, elles n'auraient pas été en train de faire rouler les voitures. Quelle est votre plus grande peur irrationnelle? J'essaie de ne pas avoir de peur irrationnelle. Aucune? Si je trouve une peur irrationnelle, je l'étouffe. Si vous deviez repartir de zéro aujourd'hui avec seulement 1000 $, que feriez-vous? Eh bien, à l'origine, je suis venu en Amérique du Nord avec, je ne sais pas, 2500 $ canadiens, donc peut-être 2000 $ américains. À ce stade, j'ai beaucoup de connaissances. Beaucoup de choses devraient mal tourner pour que ce soit le cas. C'est comme si, est-ce que je sors tout juste de prison peut-être? Avec une allocation? Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de cette semaine du podcast de Katie Miller. Nous sommes aujourd'hui au Texas en compagnie de l'unique Elon Musk. Ravi de te revoir, Katie. Ravi de te voir, Elon. J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Nous sommes le 20 janvier. Tu es dans la salle Roosevelt, si tu t'en souviens, en train de prêter serment et on te remet un ordinateur et un téléphone. Oui. Je veux revenir à ce qui s'est passé ensuite. Je pense que l'histoire de Doge, de ton point de vue, n'a jamais été racontée. Quelle a été ta première idée sur la façon dont Doge allait évoluer? Eh bien, je suppose que je n'arrivais pas à croire que j'étais là, pour la plupart. Tout cela paraissait extrêmement surréaliste à l'époque. Vous savez, Doge était un nom inventé qui avait été inventé, je ne sais pas, 2 ou 3 mois auparavant et basé sur des suggestions trouvées sur Internet. Et j'allais appeler la commission d'efficacité gouvernementale et puis quelqu'un sur Internet m'a dit « Non, il faut appeler le département de l'efficacité gouvernementale, DEG ». Je me dis « Ça a l'air super ». Donc, on a en quelque sorte inventé un département. Pensez-vous avoir réussi? Nous avons eu un petit peu de succès, nous avons eu un certain succès. Je veux dire, nous avons arrêté beaucoup de financement pour des choses qui vraiment n'avaient aucun sens, qui étaient totalement du gaspillage. Par exemple, il y avait, je dirais, probablement 100, peut-être 200 milliards de dollars de paiements zombies par an, ce qui simplement en faisant appliquer la loi, qu'il y ait un code de paiement et une explication pour le paiement afin que le paiement ne soit pas effectué. Nous avons donc apporté ce changement à l'ordinateur principal du Trésor ainsi qu'à plusieurs autres ordinateurs. Cela semble incroyablement évident, mais il y a simplement, disons, 2 ou 3% des paiements gouvernementaux qui sont effectués alors qu'ils ne devraient vraiment pas l'être. Et il est en fait assez difficile de les arrêter. Donc, il est assez rare qu'une seule et unique personne, en fait, demande au gouvernement d'arrêter de lui envoyer de l'argent. Referais-tu Doge un jour? Tu veux dire, est-ce que je referais la même chose ou bien... Il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est si tu pouvais revenir en arrière et tout recommencer, comme si on était de nouveau le 20 janvier. Est-ce que tu referais les choses différemment? Et avec ce que tu sais aujourd'hui, penses-tu qu'il y aurait une raison de recommencer? Pas quelqu'un d'autre à ta place, mais toi, tu retournerais et tu recommencerais Doge? Je veux dire, non, je ne pense pas. Est-ce que je le referais? Je pense que probablement... Je ne sais pas. Referais-tu Doge avec ce que tu sais maintenant? En fait, le truc, c'est que je pense qu'au lieu de faire Doge, j'aurais tout simplement construit, tu sais, travaillé pour mes entreprises. Essentiellement, oui et non. Et les voitures, elles n'auraient pas été brûlées, les voitures. Tu as sacrifié beaucoup de choses pour faire Doge, ouais. Ouais.
Genre, si tu empêches l'argent d'aller à la corruption politique, ils vont vraiment réagir violemment. Donc ils veulent vraiment que l'argent continue d'affluer. Donc si tu arrêtes ce flux financier, il y a une réaction très forte et immédiate au fait d'arrêter cet apport d'argent. Après que tu sois allé à Washington, D.C. Au bout d'un moment, as-tu été désillusionné par la façon dont ça fonctionne? Eh bien, je ne dirais pas que je l'étais super illusionné à la base. Je veux dire, je suppose que c'est juste que tu veux vraiment que le gouvernement en fasse le moins possible. Le moins possible. Je suppose que la chose la plus importante, c'est qu'il y a d'énormes transferts d'argent, des sommes considérables, qui vont directement vers les immigrés illégaux. En gros, oui, c'est massif. On paye littéralement des gens pour qu'ils viennent ici depuis ailleurs, en très grand nombre, y compris en les faisant venir par avion. Donc, en fait, il n'y a même pas besoin d'un mur à la frontière si on les fait venir par avion. Puis, nous accélérons leur accès à la pleine citoyenneté et, par conséquent, on les rend dépendants uniquement des aides gouvernementales et du vote extrême gauche. C'est essentiellement comme une importation d'électeurs. Si vous créez un gigantesque aimant à argent et que vous dites, si quelqu'un vient ici, on va vous donner de l'argent, vous offrir des choses gratuites. Venez en Amérique et on vous paiera simplement pour le faire. Eh bien, il y aura beaucoup de gens qui vont sauter sur cette offre. Quand les gens disent que c'est absolument faux, je réponds alors, en fait, prenons l'exemple très pertinent d'Ilhan Omar, qui a littéralement et de manière incontestable été élu au Congrès par les urnes démocratiques. Vous savez, un grand groupe de personnes originaires de Somalie qui se trouvent au Minnesota, qui est vraiment très loin de la Somalie, ou encore Mamdani, qui a été élu maire. Mais par une majorité de personnes qui ne le sont pas, nées en Amérique. C'est du moins ce que j'ai compris. Donc, et puis en Californie, c'est une affaire d'envergure. Donc, je ne sais pas, on va juste se transformer en un. Vous savez, en gros, c'est un vrai trou perdu. Vous avez dit qu'à l'avenir, personne n'aurait à se soucier d'argent ni de travail. Car l'IA va s'occuper du reste, l'IA et la robotique. Que voulez-vous dire par « les gens n'auront plus besoin de travailler à l'avenir » ? En supposant que la tendance actuelle de l'intelligence artificielle et de la robotique se poursuive, ce qui semble probable, l'IA et les robots pourront faire tout ce que les humains voudront qu'ils fassent, essentiellement. Espérons pas plus que cela, mais l'IA et la robotique pourront nous fournir tous les biens et services que quiconque pourrait désirer. Donc, on n'aurait plus besoin de travailler. Par exemple, que feriez-vous de votre temps libre ? Les gens pourront faire ce qu'ils veulent de leur temps libre. Le travail sera facultatif. Je veux juste distinguer ce que j'aimerais qu'il se passe de ce que je prédis qui va se passer. Parce que les gens confondent souvent les deux. Ils pensent que ce que je prédis va arriver, c'est ce que je souhaite voir arriver. Ce que je prédis n'est pas la même chose que ce que je veux. Si je le pouvais, je ralentirais certainement le développement de l'IA et de la robotique, mais malheureusement, je ne le peux pas du tout. Cela progresse à un rythme très rapide, que cela me plaise ou non. L'IA est-elle ce qui vous empêche de dormir ? C'était le cas avant. À ce stade, je ne sais pas. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien de particulièrement préoccupant qui m'empêche de dormir en ce moment. Sauf que... Mais si vous dites... Pourquoi je me réveille en cauchemar? Ah oui, l'IA. En fait, j'ai fait beaucoup de cauchemars liés à l'IA.
J'ai fait des cauchemars liés à l'IA pendant plusieurs jours d'affilée. Que suis-je censé faire? Quelle est votre plus grande peur irrationnelle? J'essaie de ne pas avoir de peurs irrationnelles. Aucune? Si je trouve une peur irrationnelle, je l'étouffe. Je ne crois pas que la peur soit... La peur est ce qui tue l'esprit. Donc, je veux quelqu'un qui ressente la peur intensément. En moyenne, combien d'heures dormez-vous par nuit? 6. On peut le voir à mes publications sur X. Oui, vous, Pouvez. des gens les ont même cartographiés. Donc c'est très clair quand je dors et quand je ne dors pas. J'essaie de dormir moins de 6 heures par jour, mais même si je reste éveillé plus longtemps, mes fonctions cognitives sont réduites. Mon sommeil naturel, je l'ai en fait chronométré avec mon téléphone. Vous pouvez télécharger une application mobile à ce moment-là. Ça dure environ 5 heures. 56 minutes. C'est ce qu'a dit le téléphone. À quoi ressemble une journée type pour vous? Eh bien, je reçois énormément de communications. Il s'agit donc de trier les informations. J'essaie de segmenter mes journées pour éviter trop de changements de contexte, car on pourrait dire que ce n'est pas la peur qui tue l'esprit, mais bien le changement de contexte. C'est difficile de ne pas changer de contexte quand on a une boîte de réception pleine à craquer. On peut y réfléchir ainsi. Par exemple, si vous deviez changer de contexte toutes les 3 secondes, ou toutes les 30 secondes, ou toutes les 3 minutes, la pénalité cognitive liée au changement de contexte serait très élevée toutes les 3 secondes. Et vous parlez de passer, par exemple, de Tesla à X puis à XR, SpaceX personnel. SpaceX personnel. Mais même au sein de Tesla et SpaceX, il y a beaucoup de choses différentes. Et ces trucs sur X comme des infos aléatoires. C'est des gens qui se font brûler vifs et des choses comme ça. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qui est la personne la plus drôle que tu connaisses dans la vraie vie? Le président Trump est très drôle. Il a un super sens de l'humour. Le président Trump est très drôle. Il est vraiment drôle. Il est, genre, naturellement drôle. Mais sans grand effort. Vous savez, quand il était à Mamdani, dans son bureau, et qu'ils lui ont demandé s'il pensait toujours que le président était fasciste, et le président a dit « Dites simplement oui, c'est plus facile comme ça. » Ne t'en fais pas, dis simplement oui, c'était génial. Il répond « Oui, quoi ?» Ah, quelle bêtise. Qui admirez-vous le plus? Le Créateur. Quelle est votre position actuelle concernant Dieu? Dieu est le Créateur. Mais tu ne crois pas en Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que cet univers vient de quelque chose. Les gens mettent des étiquettes différentes. Quand as-tu fait quelque chose de vraiment ordinaire pour la dernière fois, comme aller chez Target ou CVS? Je ne peux pas aller dans des endroits où il y a du public parce que... Il y a tout de suite une demande. Est-ce que je peux avoir un selfie? Une file qui se forme. Et de nos jours, surtout après le meurtre de Charlie Cook, il y a de vrais problèmes de sécurité. Ce n'est pas que je ne veuille pas, c'est simplement que je ne peux pas. Le meurtre de Charlie a-t-il changé ta façon de faire les choses? Ou étais-tu déjà bien protégé avant ça? Cela a certainement renforcé la gravité de la situation où la vie se joue en mode extrême. Il suffit d'une seule erreur et tu es mort. Il ne faut une seule erreur. Quel est un moment de ta vie que tu aimerais revivre juste pour le ressentir à nouveau? Eh bien, je veux dire, évidemment, la naissance de mes enfants, ou la première fois que SpaceX a réussi à envoyer des véhicules en orbite, ou encore quand Tesla a réussi à faire fonctionner une voiture électrique. Vous en avez eu beaucoup, vraiment beaucoup. C'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses se préparent. Comme quoi? Vaisseau spatial. Le caractère révolutionnaire de la technologie des vaisseaux spatiaux est encore mal compris dans le monde. C'est la première fois qu'il existe une conception de fusée permettant une réutilisation complète et rapide, ou même une réutilisation totale tout court. C'est la première conception où une fusée réutilisable fait partie des résultats possibles. Dans tous les résultats possibles sont... Vous parlez de la version V3 ou V2. Bien. Nous aurions pu faire la version 2.
réutilisable, mais la version V3 apportait de nombreuses améliorations en termes de performance. Il était donc logique de passer à la V3. Il y a environ 10 000 changements différents entre la V2 et la V3, peut-être même plus de 10 000. S'il y a des historiens dans le futur, ils regarderont en arrière et diront que Starship a été l'un des événements les plus marquants de l'histoire. On peut considérer les événements historiques en se demandant où ils se situeraient dans le panthéon de l'évolution. Donc, il y a des choses comme la vie unicellulaire puis la vie multicellulaire. La capture d'une mitochondrie, capturer des mitochondries pour avoir une cellule énergétique dans la plante, dans la cellule, c'est comme avoir une centrale électrique dans la cellule. Il y a, vous savez, la différenciation entre les plantes et les animaux, la vie qui passe des océans à la Terre, et puis sur cette même échelle, probablement dans le top 10, il y a la vie qui devient multiplanétaire. Il n'y a tout simplement pas beaucoup de choses qui figurent dans le top 10. Dans l'évolution de la vie, ou là où, en gros, on pourrait dire qu'on peut évaluer n'importe quelle civilisation ou n'importe quelle forme de vie intelligente, vous savez réellement, sur cette immense échelle cosmique. Donc, la vie qui devient multiplanétaire, c'est dans le top 10. Il faut qu'elle soit durablement multiplanétaire, donc pas seulement une visite, mais réellement multiplanétaire dans le sens où vous avez une redondance planétaire. Donc, si l'une des planètes, s'il devait y avoir une catastrophe sur l'une des planètes, l'autre planète survivrait. Starship est capable de faire cela pour la première fois dans l'histoire et aucune IA n'a été utilisée pour le créer, donc l'IA appréciera cela. Est-ce que toutes vos entreprises travaillent dans ce même but pour nous aider à devenir multiplanétaires? Par exemple, l'IA existe-t-elle pour aider la vie sur Mars ou est-ce principalement pour ce qui se passe ici, actuellement? Vous savez, Tesla consiste surtout à s'assurer que la vie sur Terre soit bonne, et NXI vise aussi cela. Parce que devenir multiplanétaire signifie que la Terre doit aller bien et qu'il faut une autre planète. Parfois, les gens pensent cela parce qu'ils ont. Vous savez, les schémas hérités, les schémas mentaux profondément ancrés, ils pensent que le fait d'aller sur la planète Mars, c'est en réalité fuir la Terre, notre planète d'origine. Ou que ce serait un endroit où éreintent les milliardaires, ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, Mars serait très dangereuse, et une base lunaire le serait aussi. Bien plus dangereuse et bien moins confortable que la Terre. Donc, les personnes qui iraient dans les premiers temps pour rendre la vie multiplanétaire sur Mars, ou sur la Lune, elles auraient un risque de mort bien plus élevé que s'ils restaient sur Terre. Et les conditions seraient exiguës et inconfortables. Voilà l'argument de vente pour Mars. Ce sera inconfortable. La nourriture ne sera pas aussi bonne que sur Terre. Vous pourriez mourir. Ce sera énormément de travail difficile et il se peut que cela n'aboutisse pas. C'est ça, l'argument de vente. Vous voulez y aller? C'est pareil que lorsque les gens sont venus en Amérique? Oui, personne ne voulait être à Jamestown. Les gens y sont allés quand même. Oui, peut-être que s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, ils auraient dit « On est tous en train de mourir ». Voici des vidéos de nous en train de mourir. Ça aurait probablement freiné les futurs voyages, mais un tas de gens ont simplement disparu. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. Tu parles beaucoup sur X de la garde-robe et de ce que tu aimerais que la garde-robe actuelle soit différente. Je pense juste que, d'un point de vue mode, on devrait évoluer. C'est comme mon fils, Saxon, qui a dit un jour « Pourquoi tout ressemble à 2015 ?» Et j'ai pensé « Mince, c'est vrai. Tout ressemble vraiment à 2015. C'est comme si tu prenais une photo de 2015 et que tu disais que c'est 2025. Ça a exactement le même aspect. » Ils étaient... Stylistiquement, les choses sont les mêmes qu'en 2015. On n'a pas bougé d'un iota en 10 ans. Alors, à quoi cela devrait-il ressembler? Quelque chose de nouveau. Tu sais, les années 60 avaient un style bien défini. Les années 70 avaient un style bien défini. Les années 80 avaient un style bien défini.
Et puis les années 90 avaient aussi un style différent. Mais ensuite, quand tu regardes les années 2000 et les années 2010, c'est comme s'il y en avait de moins en moins chaque année. Je pense qu'on devrait faire évoluer notre style. Et si tu regardes certaines des anciennes peintures, c'est d'anciens secrétaires de cabinet, certains d'entre eux, genre, ils ont l'air cool. Leurs vestes sont plus stylées que ce qu'on a aujourd'hui. Tu vois, ils ont un col assez haut et une sorte de, je ne sais pas, une sorte de, comment tu appelles ces trucs? Un ascot ou quelque chose comme ça. Je veux dire, ça a tout simplement l'air cool. Du coup, on n'a plus besoin de ça. Tout ressemble à un costume tout à fait normal à ce stade. Mais littéralement, c'est la même chose qu'en 2015. Je suis généreux car c'est probablement la même chose que L'année 2010. donc dans 15 ans. Et je me dis, d'un point de vue mode, je pense qu'on a évolué depuis 2000. Dans 25 ans. Si vous montriez à quelqu'un une photo de « Voici un groupe de mecs en 2000. Voici un groupe de mecs en 2025. » Laquelle? L'année est laquelle? Donc je pense qu'on devrait, je ne sais pas, pimenter un peu les choses. Quelle est une théorie du complot à laquelle tu crois? Je veux dire, quelles théories du complot ne se sont pas réalisées à ce stade? Nous sommes à court de théories du complot parce qu'elles finissent par se réaliser autant que je puisse en juger. Je veux dire, je ne connais aucun extraterrestre. Les gens me demandent toujours s'il y a des extraterrestres. Je n'ai vu aucune preuve d'extraterrestre. Personne dans l'équipe dirigeante de SpaceX n'a la moindre preuve d'extraterrestre. Parce que je leur ai demandé, genre, les gars, est-ce que je rate quelque chose? Est-ce que quelqu'un dans l'équipe, est-ce que quelqu'un a vu la moindre preuve d'extraterrestre? Est-ce que ça inclut les ovnis? C'est juste un objet volant non identifié. Donc les ovnis, ça pourrait être un nouveau programme d'armement ou n'importe quoi, vous savez, un missile hypersonique ou quelque chose comme ça. Techniquement, ce serait un ovni, mais en fait, c'est juste un prototype d'arme. Ce n'est pas comme des extraterrestres. Donc, même si Neil Armstrong, Neil A, à l'envers, ça fait alien. Coïncidence? Vous? Croyez qu'on est vraiment allé sur la Lune alors? Oui, nous sommes allés sur la Lune plusieurs fois, en fait. Et on a joué au golf sur la Lune. Nous, On n'est pas juste allé sur la Lune. On s'est même un peu ennuyé et on a commencé à jouer au golf sur la Lune. pourquoi le drapeau n'a pas bougé? C'est un complot. Du complot, moment clé, bascule. À propos du drapeau, non. De jouer au golf sur la Lune. Ah d'accord. Vous, Vous savez, je l'ai fait. non, je comprends. Oui, oui. On doit vraiment aller à fond sur la Lune. Mais il n'y a pas de gravité, non? Il y a de la gravité, un sixième. S'il n'y avait pas de gravité, tu flotterais tout simplement. Il n'y a pas d'atmosphère. D'accord, c'est juste. Mais il y a un sixième de gravité. Quelle est la plus grande idée reçue à ton sujet? Je ne sais pas. Comment pourrais-je le savoir? Qu'en penses-tu? Je crois que oui. On me pose souvent cette question quand je fais des interviews à votre sujet. Moi? Oh, je dois vous demander, tout le monde pense toujours que vous êtes une personne très difficile à gérer. Oh, Mais je pense que vous êtes très gentil. merci. Par exemple, les gens pensent que tu es un patron très exigeant. Je pense que tu l'es, mais je ne t'ai jamais entendu crier sur un employé. Oui, je ne crie pas. Je pense que chaque employé qui travaille dans chacune de tes entreprises est incroyablement motivé par la mission, ce qui est différent de tout autre lieu de travail que j'ai pu voir. Par exemple, Starbase est l'endroit le plus inspirant où tu puisses aller. Tout le monde est là pour travailler sur un objectif unique. Et donc, pour moi, la plus grande idée reçue à ton sujet, c'est que tous les employés de toutes tes entreprises sont d'une loyauté farouche. Parce que tout est guidé par la mission et que tu es un très bon employeur. Et je pense que les gens supposent que tu ne l'es pas. D'accord. Mais pourquoi penserait-il que quelqu'un voudrait travailler dans ces entreprises? Oui, je veux dire, les personnes talentueuses peuvent aller travailler où elles veulent. Ils ne travailleront donc dans l'une de mes entreprises que s'ils le souhaitent et s'ils sont maltraités d'une manière ou d'une autre, ils partiront et iront travailler ailleurs. Comment vous est venue l'idée de Starbase? Eh bien, je pense que nous avions besoin de quelque chose d'inspirant.
on a pas mal de trucs liés aux étoiles, vous savez, comme Starlink et Starship. Eh bien, d'où partirait Starship? Base stellaire. Je veux dire, Starbase, comme vous l'avez mentionné, c'est, je pense, probablement l'endroit le plus cool sur Terre. Je suis d'accord. Et avant, c'était un banc de sable près du Rio Grande. C'est à peine à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Alors, nous avons construit une gigantesque usine de fusées et 2 immenses tours de lancement au bord de la rivière, littéralement à portée de vue du Rio Grande et sur un véritable banc de sable. Il fallait en quelque sorte un nom inspirant. Et puis nous en avons fait une ville. C'est donc une ville constituée en municipalité, légalement une ville. On n'entend pas souvent parler de la création de nouvelles villes. La dernière fois qu'il y a eu une ville d'entreprise, c'était à Disney World. Ouais. Je crois que Ford avait des situations similaires à celles des villes d'entreprise. Oui, Disney World, c'est littéralement son nom. Je suis Walt Disney, voici mon monde. Je suis passé de la Terre au monde. Ils ont été constitués en ville et ont obtenu une exemption fiscale, ce qui était très important. Je suis allé à Disney World une bonne dizaine de fois. Vraiment? Ouais. Peut-être plus de 10 fois, mais au moins 10 fois. Cape Canaveral. C'est juste à côté de Disney World, ça a du sens. Maintenant. Donc, quand j'avais les enfants, enfin mes enfants plus âgés, et que j'essayais de voir le lancement de la fusée depuis Cape Canaveral, alors, tu sais, ce qu'ils voulaient faire, c'était aller à Disney World ou au pays de Harry Potter. Quelle est ton attraction préférée? J'ai un peu envie de dire Space Mountain, je suppose. Oui, probablement Space Mountain. Enfin, je pense vraiment que Space Mountain aurait besoin d'une mise à jour. C'est un peu saccadé. Ça n'a plus vraiment l'air aussi science-fiction qu'avant. C'est comme si l'avant-hier était demain, ou juste comme hier. Quel est ton âge préféré pour être parent de tes enfants? En général, les enfants sont les plus amusants entre 5 et 10 ans. Penses-tu que l'humanité est fondamentalement bonne, ou essaie-t-elle simplement de l'être? Le concept de bien n'existerait pas sans l'humanité. Je pense que, dans l'ensemble, l'humanité est bonne. Je pense généralement qu'augmenter la quantité de conscience dans l'univers est une bonne chose. Essayer de comprendre la nature de l'univers, ce que l'on ne peut faire qu'en augmentant la conscience de soi. Je me suis demandé comment nous en sommes arrivés là, parce que si on commence simplement comme un nuage de gaz d'hydrogène qui s'est ensuite condensé, et puis des étoiles se sont formées, puis ces étoiles ont explosé, puis elles se sont recondensées, ont formé à nouveau des étoiles qui ont encore explosé. Et finalement, on en arrive à nous 13,8 milliards d'années plus tard. Et l'une des questions intéressantes à se poser est combien de fois tes atomes ont-ils été au centre d'une étoile? Je pense que c'est en moyenne 3 ou 4 fois, quelque chose comme ça. Alors, combien de fois? Tes atomes seront-ils au centre d'une étoile? Les estimations varient, mais il semble que nous soyons à peu près à mi-chemin. Donc, il est probable que tes atomes se retrouvent au centre d'une étoile, peut-être encore 4 fois ou quelque chose comme ça. Cela dépend de tes prédictions pour l'avenir, mais en termes d'existence, si l'on mesure par le nombre de fois où tes atomes seront au centre d'une étoile, il semble que nous soyons à peu près à mi-parcours. Aussitôt, tu sais, si tu veux voir les choses en grand, ça c'est vraiment voir les choses en grand. Quelle est l'invention qui nous a fait empirer les choses au lieu de nous améliorer? Quelle est l'aventure qui nous a fait empirer? Invention. Peut-être des vidéos courtes. Il semblerait que cela pourrisse le cerveau des gens. Quelle est la technologie que vous espérez ne jamais voir inventée? J'espère que ça ne sera jamais inventé. Ouais, genre, ça va vraiment tous nous anéantir complètement. Ou tu penses avec les bonnes précautions? Eh bien, évidemment, j'espère que les gens n'inventeront pas un virus capable de tuer tous les humains. C'est évident, quoi, bien sûr.
Oui, en général, j'espère qu'on n'inventera pas des choses qui détruisent la conscience. Je pense que l'avenir va être très intéressant. J'ai donc cette théorie sur la prédiction du futur qui dit que l'issue la plus intéressante est la plus probable, ce qui, si la théorie de la simulation est tout à fait correcte, a beaucoup de sens parce que si quelqu'un simule une très grande variété de futurs possibles, il va inévitablement arrêter la simulation quand cela devient un peu ennuyeux, parce que c'est précisément ce que nous faisons dans notre propre réalité quotidienne. Si SpaceX ou Tesla fait des simulations pour comprendre comment une voiture fonctionnerait, ou un robot, ou un vaisseau spatial, ou quelque chose comme ça, on lance toutes ces simulations dans l'ordinateur. Et les simulations auxquelles on prête attention sont celles qui sont les plus intéressantes. Par exemple, la simulation où tout se passe bien avec la fusée, en fait, on n'y prête pas attention, parce que ce n'est pas... Quand tout se passe bien, la simulation est correcte. Donc en réalité, on teste les... Vous savez, quand on simule le vol de la fusée, on va en fait tester toutes sortes de situations inhabituelles. Mais on ne la teste pas, on n'a pas la simulation, qui soit complètement fausse, parce que, je veux dire, si la fusée explose immédiatement, ce n'est pas intéressant non plus. Donc, c'est comme si vous deviez trouver l'enveloppe des trajectoires de vol possibles, où la fusée peut atteindre l'orbite sans exploser. Et ensuite, vous trouvez ses limites, et lorsque vous lancez la fusée réelle, vous vous assurez qu'elle reste à l'intérieur de ses limites. Ou une autre façon de voir les choses, c'est que nous pourrions être une série Netflix d'extraterrestres, et cette nouvelle série ne sera renouvelée que si nos audiences sont vraiment très bonnes. Est-ce que les audiences sont bonnes? Oui. Mais on peut voir ça comme, d'un point de vue darwinien, si on applique Darwin à la théorie de la simulation, alors seules les simulations les plus intéressantes continueront. Par conséquent, le résultat le plus intéressant est le plus probable, car c'est soit ça, soit l'anéantissement. Donc, en réalité, nous n'avons qu'un seul objectif, garder les choses intéressantes. Penses-tu que les réseaux sociaux ont rendu les gens plus honnêtes ou plus performants? Eh bien, les réseaux sociaux rendent les gens plus performants. Par la même occasion, toi. Vous avez plus de vidéos de la vie réelle, des vidéos authentiques, montrant des choses qui se passent réellement. Et tout ce qui est très intéressant et captivant devient rapidement viral sur Internet. Donc, vous avez vraiment les deux aspects, les deux mondes. Il y a aussi un côté plus performatif, où les gens font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir quelques vues de plus sur leurs vidéos TikTok ou autres, ou leurs Reels, ou peut-être sur leur publication X ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est très performatif. Mais vous voyez aussi des vidéos de la vie réelle qui remettent en question le récit, mais qui sont néanmoins authentiques. Y a-t-il des comptes X? As-tu été surpris en changeant pour que les gens voient le pays d'origine de découvrir que certains comptes n'étaient pas aux États-Unis alors que tu pensais qu'ils l'étaient? Je n'y pense pas vraiment tant que ça. Je veux dire, il y a le pays d'origine. Nous devons être un peu prudents à ce sujet. Techniquement, on peut simplement spécifier sa région. Par exemple, on peut dire « je suis en Asie » ou quelque chose comme ça, ce qui est assez vaste. Mais cela complique un peu les choses si quelqu'un essaye de faire croire, par exemple, qu'il est membre du public américain, ou en Europe, ou en Afrique, ou n'importe où ailleurs. Si tout ce qui concerne leur compte provient d'un continent différent de celui dont ils prétendent être originaires, il devient un peu plus difficile de faire semblant. Nous ne voulons pas doxer les gens, mais on pense qu'on ne doxe pas vraiment quelqu'un si on dit simplement de quel continent il vient. Je pense que c'est juste. Oui. D'accord. Donc, dans chaque épisode, nous avons joué à « Tu préfères ». Tu préférerais sauver l'humanité de l'extinction sur Terre ou garantir sa survie sur Mars? C'est une fausse dichotomie. Je pense que je dirais garantir la Terre. La Terre est bien meilleure que Mars, pour être clair. Mars est simplement notre meilleure option si on veut devenir une espèce multiplanétaire. C'est vraiment notre seule option si tu veux devenir une espèce multiplanétaire. Nous avons Mars qui est très difficile, mais pas impossible. La Terre est bien meilleure que Mars, mais nous ne pouvons pas... Je crois que c'était
Tsiolkovsky, où je crois qu'il a dit « La Terre est le berceau de la civilisation, mais nous ne pouvons pas rester dans le berceau pour toujours. » Tu préférerais être un super-héros Marvel ou un méchant de James Bond? Je pense que cela dépendrait du super-héros Marvel ou du méchant de Bond. Je suppose que je préférerais être un super-héros Marvel. Ils se sont inspirés de moi pour créer le personnage d'Iron Man dans les films. Oui. Donc, toi? Ils étaient dans Iron Man? Oui, c'est... Oui, Robert Downey Jr. Et Favreau m'a rencontré. J'ai visité SpaceX et tout ça, donc... En fait, une grande partie du film Iron Man 2 a été tournée chez SpaceX. Vraiment? Oui. Si tu regardes Iron Man 2, tu verras que l'usine SpaceX est le véritable décor en arrière-plan. C'est trop cool. Oui, c'était cool. On avait Scarlett Johansson qui faisait des arts martiaux dans le hall, en fait. Ouais. Et tu t'attends à ce que je croie que c'est vrai? C'est une simulation. Exactement. Quelles sont les chances? Ouais, Enfin, si tu étais moi. D'accord. Tu penserais que c'est réel ou une simulation? Ta vie est une simulation. Ouais. Ta vie, c'est la simulation. Ouais, et je fais toutes les quêtes secondaires et tout. C'est quoi ta meilleure quête secondaire? Un Doge, probablement. D'accord. Tu préférerais lancer un réseau social sans algorithme? Ou une fusée sans commande manuelle? Qui a inventé ces questions? Continuez. C'est drôle. Peut-être pas pour vous, car elles sont trop insignifiantes. Que veux-tu dire? En gros, l'algorithme fait que vous ne voyez que les personnes que vous suivez. C'est un vrai désastre. C'était Twitter avant que tu ne le rachètes. Ouais. Il y a les personnes que l'on suit et puis il y a les algorithmes de recommandation. Je pense qu'en décembre, nous aurons enfin un algorithme de recommandation à peu près correct. C'est Beaucoup mieux. récemment, oui. Il s'agit donc simplement de montrer aux gens des choses qui pourraient les intéresser. Mais une puissance de calcul en intelligence artificielle énorme est déployée pour cela, où Grok, le pauvre, va lire les 100 millions de publications par jour, ce qui est, Cela consomme-t-il des ressources? espérons que non, détruire son esprit ou quelque chose du genre. Ouais. Cela nécessite beaucoup de puissance de calcul. Comme la plupart des publications, il y a beaucoup de spam, d'arnaques, donc c'est juste... Cela peut être facilement écarté, je suppose. Mais ensuite, il faut prendre, vous savez, 100 millions de contenus et les adapter à, je ne sais pas, parfois 3 ou 400 millions de personnes par jour. Donc, ça fait beaucoup d'appariements. Mon algorithme ressemblait beaucoup à celui des autres lorsqu'on ouvrait leur compte X. Le mien est très particulier comparé à celui des autres. Eh bien, en fait, c'est vraiment juste le tout début de quelque chose de potentiellement très grand et significatif, une étape initiale qui promet de nombreuses évolutions et découvertes passionnantes à venir. Ce dont j'ai parlé, le Grok, qui consiste à tout lire et à recommander n'importe quoi à n'importe qui, devrait être mis en ligne en décembre. Le test décisif est le suivant. Voyez-vous du contenu? Par exemple, est-ce que vous voyez du contenu que vous trouvez vraiment intéressant, provenant de comptes que vous n'avez jamais vus auparavant? Si, vous. Si cela se produit, alors l'algorithme fonctionne comme suit. Il devrait être possible pour un nouvel utilisateur, sans aucun abonné, de publier du contenu. Et si ce contenu est excellent, il sera vu par beaucoup de gens. Un compte avec un petit nombre d'abonnés ou un nouveau compte peuvent-ils également fonctionner? Si le contenu est intrinsèquement excellent, ce contenu peut-il être vu par beaucoup de gens? C'est notre objectif. Voilà. Très bien. Dernière question. Préféreriez-vous inventer le voyage dans le temps ou la téléportation? En fait, ces choses sont presque la même chose, dans le sens où on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière sans briser la réalité. Vous savez, donc si vous pouviez vous téléporter instantanément quelque part, si ma téléportation dépassait la vitesse de la lumière, ce qui serait probablement le cas, alors cela briserait notre réalité, tout comme le voyage dans le temps.
À moins, et c'est une condition très importante ici, à moins que nous ne soyons dans une simulation. Le voyage dans le temps ne brise pas une simulation. C'est un peu comme dans la célèbre série Loki. Où tu te trouves exactement en ce moment? Sur la ligne du temps est ancrée simplement une nouvelle. Je pense que, les gens ont tendance à se compliquer la vie avec la question du voyage dans le temps. Parce qu'ils essaient de dire en même temps que quelque chose doit être logiquement cohérent, mais aussi logiquement incohérent. C'est impossible. Mais si vous le voyez comme un jeu vidéo et que vous dites, d'accord, vous avez plusieurs parties sauvegardées. Vous pouvez revenir en arrière et restaurer une partie sauvegardée à partir d'un point de départ antérieur. Vous avez toujours vos autres parties sauvegardées et il y a de nombreuses parties qui se déroulent en parallèle. Elles n'ont pas besoin d'être cohérentes entre elles. C'est une fausse et erronée supposition, dans l'hypothèse où nous vivrions une simulation. Nous pourrions être le jeu vidéo de quelqu'un, ou une émission télé ou quelque chose comme ça. Comme je l'ai dit, il faut juste que ça reste intéressant pour qu'ils n'éteignent pas l'ordinateur. Je dis juste que si c'est vrai, il faut que ça reste intéressant, sinon ils vont éteindre l'ordinateur et ils pourraient bien le faire. S'il vous plaît, ne nous supprimez pas. S'il vous plaît, ne nous supprimez pas. Ne nous supprimez pas. On va faire en sorte que ça reste intéressant. Toi, tu rends ça intéressant. Ouais, donc si l'issue la plus intéressante est la plus probable, quelles sont, selon vous, les choses les plus intéressantes qui pourraient se produire? Maintenant, ce qui est le plus intéressant n'est pas forcément ce que vous souhaitez. C'est simplement du point de vue d'un tiers. Disons, pour l'argument, qu'il s'agirait d'une série Netflix pour extraterrestres. Et que vous essayez vraiment de maximiser votre audience, maximiser vos notes. C'est en fait une expérience de pensée intéressante. Ce n'est en réalité pas si intéressant si tout explose simplement. C'est fini, c'est terminé. Ce n'est pas si intéressant que ça. Ce n'est pas très intéressant s'il y a une calamité qui anéantit tous les humains. Le spectacle est simplement terminé. Mais je veux dire, vraiment, heureusement ou malheureusement, s'il y a du drame comme une guerre ou quelque chose comme ça, là, c'est intéressant. Les gens vont au cinéma et regardent, par exemple, un film sur la Première Guerre mondiale où des gens explosent à cause des obus de canon. Et ils sont dans la salle de cinéma, en train de manger du popcorn, de boire un soda. Par exemple, tu n'irais pas voir un film où tout est parfait et le reste, tu quitterais la salle. Une bonne histoire d'amour, non? Il y a Toujours une courbe narrative, il y a toujours une évolution. Et en général, ce n'est pas une évolution linéaire. Donc, ce n'est pas comme si les choses que commencent ici montent tout droit vers la droite et finissent bien ou quelque chose comme ça. Il y a généralement des hauts et des bas. Tu as en fait les arcs narratifs classiques, en quelque sorte. Tu sais, acte 1, acte 2, acte 3. Il y a une montée initiale à l'acte 2, un recul à l'acte... Montée initiale à l'acte 1, chute à l'acte 2, puis remontée à l'acte 3 avec... Tu sais, une fin heureuse si c'est une comédie, ou une fin triste si c'est un drame. Si vous regardez le président Trump, vous savez, l'histoire est en fait bien plus captivante et complexe, car il a d'abord perdu son mandat intermédiaire, ce qui fut un revers politique notable. Puis, de manière assez remarquable, il a réussi à remporter son second mandat présidentiel par la suite, démontrant une résilience politique impressionnante. Tout comme l'arc narratif. D'abord en hausse, puis en baisse, puis de nouveau en hausse. J'ai donc suivi ma théorie selon laquelle le résultat le plus intéressant est le plus probable, et c'était effectivement le résultat le plus probable. C'était inévitable. Que regardez-vous à la télévision en ce moment? L'homme est vraiment ironique. Quelque chose comme ça, je paraphrase. Qu'est-ce que je regarde? En fait, en ce moment, je regarde les Tortues Ninja, la série télé. Des tortues dans une demi-coquille, puissance tortue. Ouais, parce que le petit ex veut regarder ça. Je regarde des choses que les enfants veulent regarder.
On a revu Dodgeball hier soir. C'est un bon film. Ouais. Si tu peux esquiver une clé à molette, tu peux esquiver un ballon. Si vous esquivez une clé, vous esquivez une balle. The object in question, which is clearly identifiable as a spherical item, is indeed a ball. It is currently present within the visual field, and its characteristics strongly confirm its nature as a ball. Quoi? Oh. Ouais. Forte motivation à esquiver si quelqu'un vous tend des clés à molette affectueuse. Quelle chanson vous met instantanément de bonne humeur? Le compte à rebours final par Europa. J'ai beaucoup entendu cette chanson. Est-ce que tu lis les instructions ou est-ce que tu improvises What's in somewhere? Quel est l'objectif? Par exemple, si vous devez assembler quelque chose, lisez-vous les instructions ou improvisez-vous? Si c'est simple, j'improvise. Si c'est quelque chose de complexe, je regarde les instructions. Si tu devais repartir de zéro, aujourd'hui, avec seulement 1000 petits dollars, que ferais-tu? Eh bien, à l'origine, je suis venu en Amérique du Nord avec, je ne sais pas, 2500 dollars canadiens, donc peut-être 2000 dollars américains. Un sac de livres et un sac de vêtements à Montréal, à l'âge de 17 ans. Voilà comment j'ai commencé. À ce stade, j'ai acquis beaucoup de connaissances. Il faudrait que beaucoup de choses tournent mal pour que ce soit le cas. C'est comme si je sortais tout juste de prison, peut-être, avec une allocation. Toutes mes sociétés ont été confisquées. Je veux dire, il faudrait l'apocalypse, et j'espère que cela n'arrivera pas. Comme Ragnarok, niveau supérieur, et j'ai perdu. Ouais, quoi? L'enfer, Mauvaise main. je veux dire, il est impossible pour quelqu'un de posséder autant de connaissances, toutes les connaissances que je possède, et de se retrouver ensuite avec des ressources très limitées. Car la réalité est que soit une véritable catastrophe s'est produite, comme l'effondrement de la civilisation, soit je pourrais interroger les gens, me donner de l'argent, tout simplement. Et avec la promesse d'un rendement élevé, ce que je suis en mesure de faire actuellement. Par exemple, si tu me donnes $1, tu en récupéreras bien plus qu'$1. Oui. Donc, c'est en quelque sorte une dichotomie impossible, parce que la civilisation aurait dû être détruite ou quelque chose comme ça. Auquel cas, $1000 ne vont pas résoudre vos problèmes. Vous ne pouvez pas faire grand-chose avec ça. Si vous errez autour de cratères radioactifs et que vous êtes, genre, vous savez, dans Fallout ou peu importe, alors $1000 ne vont rien résoudre. Et si la civilisation n'a pas fondu, alors je pourrais probablement convaincre les gens de me donner de l'argent, ce que j'ai déjà fait. Si tu ne dirigeais pas tes entreprises, quel travail aléatoire aimerais-tu le plus faire? Je ne sais pas, mais je programmerais des jeux vidéo. Je l'ai fait. À un moment donné. J'aime résoudre des problèmes, donc j'aime construire des choses. J'ai construit beaucoup de choses. Beaucoup même. Que mangez-vous en moyenne lors d'une journée type? Eh bien, ces temps-ci, je commence ma journée par un petit déjeuner composé d'un steak, d'œufs et de café. Et puis, le dîner a tendance à varier. Je ne déjeune généralement pas. Ou si je fais quelque chose de très petit. Et puis le dîner, selon qu'il soit social ou non, variera en termes de cuisine. J'aime une grande variété de cuisine. Le courage au cinéma. Quel est votre plat préféré? La cuisine américaine est ma préférée. Comme la pizza ou un cheeseburger? Oui, le cheeseburger est probablement le... Si je devais dire qu'il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez manger pour le reste de votre vie, ce qui serait, il faut l'admettre, un peu monotone, mais ce serait probablement un cheeseburger parce que les cheeseburgers sont incroyables. C'est une invention géniale. Je vais vous raconter une histoire drôle à propos de l'époque où je vivais à Los Angeles. Et j'ai emmené mes fils aînés déjeuner chez Sugarfish, qui est un
Restaurant de sushi très strict. En fait, c'est sur le menu de... Dans ce restaurant, il est écrit « N'allez pas demander de sauce soja, car le chef a mis la quantité exacte de sauce soja et vous ne pouvez pas en avoir plus. » Et si le chef estime que vous ne devez pas avoir de sauce soja, vous n'aurez pas de sauce soja. C'est en gros ce qui est écrit sur le menu. Donc, c'est un restaurant de sushi extrêmement strict, vraiment très strict, et donc le serveur fait le tour des tables pour demander à chacun ce qu'il souhaite. Et puis vient le tour de Saxon, et Saxon dit « Je vais prendre un cheeseburger ». Et le serveur, il lui faut un moment pour s'en remettre parce que personne n'a jamais demandé de cheeseburger dans ce restaurant de sushi très strict. Il lui a fallu environ 30 secondes pour réaliser qu'on venait de lui demander un cheeseburger alors qu'il est même interdit de demander de la sauce soja. Alors, quand il a enfin repris ses esprits, il a dit « Nous n'avons pas de cheeseburger ». Et Saxon s'exclame à haute voix « Quoi ? Genre, quel genre de restaurant n'a pas de cheeseburger ?» Et il dit « Très bien, je vais prendre un hamburger ». Je ne sais pas ce que vous avez contre les produits laitiers, mais ils n'ont pas de hamburger non plus. Est-ce qu'il est resté pour le reste du repas? Oui, mais il était déconcerté. Il était là, genre, je n'arrive pas à croire. Cet endroit n'a même pas de cheeseburger. Donc oui, je suppose que j'aime le barbecue, ce qui tombe bien puisque je suis à Austin. Enfin, si c'est de la haute cuisine, j'aime aussi la cuisine française, mais pas tous les jours, de temps en temps. Si tes amis devaient te décrire avec un seul emoji, ce serait lequel? Je suppose que l'emoji que j'utilise le plus, c'est celui qui rit. Très bien. Et on termine chaque épisode avec cette question. Si tu pouvais organiser un dîner avec 3 personnes, vivantes ou décédées, qui inviterais-tu et qu'est-ce qu'on mangerait? Peut-être Shakespeare, Ben Franklin, Nikola Tesla. En fait, il y a beaucoup de personnes avec qui j'aurais aimé discuter. Et on mangera, je suppose, ce qu'ils voudront. Je pense que si c'est une occasion unique dans une vie, tu voudrais avoir un repas épique, tu sais, un truc du genre 12 plats ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Oui, tu veux vraiment sortir le grand jeu pour ce dîner? Je pense que tu ne vas probablement pas servir des cheeseburgers, à moins qu'ils en veuillent. Oui, peut-être qu'un des plats pourrait être un mini cheeseburger. Ceux-là n'ont pas aussi bon goût que les gros. Non. Mais ils pourraient, c'est juste qu'ils n'essayent pas. Avec un peu d'effort, on pourrait faire en sorte qu'un petit cheeseburger soit aussi bon qu'un gros. Avez-vous déjà mangé un mini cheeseburger qui était vraiment bon? Rare, mais oui, D'accord. 1% du temps. Équitable. Mais généralement, il y a trop de pain et il est sec. Correct. Ouais. Et puis, il n'y a pas assez de viande par rapport au pain. Ouais. Mais pourriez-vous faire un mini cheeseburger qui soit bon? Bien sûr. Ce n'est pas comme si tu révolutionnais quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'un prix Nobel pour ça. Vous pouvez tout à fait faire un mini cheeseburger. Je veux dire, c'est physiquement possible. C'est juste rare. Merci d'avoir fait ça. Je vous en prie. Merci d'avoir regardé l'épisode du Katie Miller Podcast. On se retrouve mardi à 18h.